Salut à tous, Sonic. Vous connaissez tous Sonic, créé en 1991, la mascotte de la marque Sega et grand concurrent de Mario dans les années 90. C'est l'un des personnages les plus iconiques du jeu vidéo rétro, avec Pac-Man, Donkey Kong et Pikachu quelques années avant. Encore aujourd'hui d'ailleurs, l'hérisson bleu vit encore depuis son premier jeu, notamment avec des apparitions dans des jeux Smash Bros, et même ses jeux solo qui continuent à exister, comme Generation ou Sonic Mania. Et justement, wouh! Salut! Aujourd'hui, bienvenue dans un nouvel épisode de The Game Tales. On va parler du développement de Sonic. Peut-être que je mette le micro un petit peu plus loin, sinon je vais vous éclater les oreilles. L'histoire de Sonic commence dans les années 50 et plus particulièrement avec la création de Sega. En 1951, deux Américains, Richard D. Stewart et Diamond G. Lemaire, fondent la société Lemaire et Stewart durant la guerre de Corée, société qui s'occupe de la maintenance de jukebox au Japon. En 1954, Martin Bromley fonde Service Game et fusionne avec l'entreprise de Lemaire et Stewart pour fonder Service Game Japan, dont l'occupation principale est d'importer du divertissement américain au Japon. L'opération sera un franc succès au point que l'entreprise créera sa première machine en 1960 avec la sortie de la Sega 1000. Alors le Sega 1000 c'est ce truc là. Oui, c'est pas les mêmes designs que les consoles d'aujourd'hui, mais bon voilà quoi ça. C'est la première fois qu'on voit l'apparition du nom Sega, qui est une contraction du nom Service Game. En 1965, la société est à nouveau rachetée par une autre entreprise et devient alors Sega Enterprise Ltd. Je sais pas ce que ça veut dire. Gardons donc le nom Sega. C'est en 1966 que Sega se lance dans le jeu d'arcade avec son périscope. En 1969, encore, la société est rachetée par une autre entreprise et en 1983, le directeur de la société est forcé de retourner aux États-Unis suite au crash du jeu vidéo de la même année, laissant Hayao Nakayama comme boss de la division japonaise de Sega. La société étant divisée à l'époque en deux, Sega of America et Sega of Japan. Le premier vrai jeu de Sega est sorti en 1973 et s'appelait Pong-Tron. Ça ne s'invente pas. Et le périscope, c'est tout simplement la première vraie console de la firme. Petit saut dans le temps en 1983, Sega sort sa première console nommée la CG-1000, suivie en 1984 de la CG-1002 et en 1985 de la Sega Mark III, qui sera utilisée pour base de la Master System chez les Occidentaux, console qui n'arrive qu'en 1987 au Japon. C'est à cette période que sort le jeu Alex Kidd in the Miracle World en 1986, dont le personnage principal devient la mascotte officielle de Sega. Et là je me rends compte qu'on est plus occupé à parler de l'histoire de Sega, et c'est pas le sujet d'aujourd'hui, du coup on accélère un petit peu pour revenir sur l'histoire de Sonic. En 1988, Sega fonde le studio Sega AM8, l'une des nombreuses subdivisions de Sega à cette époque, comme AM1 qui deviendra plus tard Sega WOW. Sega AM8 possédera à son bord 15 personnes, dont Shinobu Toyama, Hirokazu Yakashura, Naoto Oshima et le grand-papa de Sonic, Yuji Naka. À la fin de cette même année, la Mega Drive est commercialisée. La Mega Drive arrivera en 1989 aux États-Unis, mentionnée à ce moment-là sous le nom Genesis, et en 1990 en Europe. Chez nous, ça s'appelle bien évidemment la Mega Drive. Nous voici donc en 1990 et Sega est victime d'un gros problème. Ils n'ont pas ou plus de mascotte. À cette époque, Mario est sorti, et clairement, Alex Kidd ne fait pas le poids face à la mascotte de Nintendo. Et comme si Sega n'était déjà pas cloué 6 pieds sous terre, la Super Nintendo arrive en 1990 et il est certain qu'elle arrivera avec un nouveau Mario qui donc fera de l'ombre à la Mega Drive de Sega. Il faut donc au studio un nouveau personnage phare. Hayao Nakayama, président de Sega à l'époque, charge Yuji Naka de créer cette mascotte. Pour Yuji Naka, c'est simple, il faut un personnage rapide pour faire face à Mario. Si Mario est un petit plongier moustachu,
lent, le personnage de Sega doit être vif. Représenter l'ado rebelle est intrépide, et à cette occasion sera créé un concours en interne chez Sega qui donnera comme résultat plus de 200 propositions de concept art. Yuji Naka n'étant pas vraiment fort dans ce qui est le design de personnage. L'un de ces designs, un lapin bleu qui balance des objets avec ses oreilles, sera réutilisé pour le jeu Ristar en 1995. Parmi tous les dessins, un fait parler beaucoup, c'est le dessin de Naoto Oshima. C'est ça, hein? C'est ça. Un dessin qui s'appelait Mr. Hedgehog, et non pas Sonic à l'époque, et qui représentait un petit hérisson bleu qui court vite. Ouais, on commence à être vachement proche de ce qu'on connaît aujourd'hui. Avec des chaussures rouges et des anneaux sur les chaussures, inspirés d'ailleurs de Michael Jackson, il trouvera très vite son prénom, Sonic. À cette occasion, Sega AM8 est renommé la Sonic Team, et le studio se lance activement dans le développement d'un jeu avec les 15 employés de base, ainsi que les 3 têtes pensantes. Yuji Naka, programmeur principal, Naoto Oshima, le character designer, et Hirokazu Yashuhara qui design, lui, le jeu et les level design. Mais bon, on est encore loin d'être le jeu qu'on connaît. Déjà, à l'époque, Sonic faisait partie d'un groupe de rock avec d'autres animaux. Sonic le rebelle. Attends ta gueule, hein. Une partie de ces personnages seront d'ailleurs réutilisés dans le futur pour créer notamment le crocodile qui a servi à créer Vector. Ma vie n'est qu'une éternelle souffrance. Non, on a dit Vector, pas Vector. Et puis déjà, c'est quoi ce truc? L'un des autres points, c'est le fait que Sonic avait une copine humaine à ce moment-là. Non, on va pas repasser le passage avec Elise, s'il vous plaît. Appelée Madonna, le personnage était largement inspiré de la culture américaine, avec le cliché de la jeune femme en détresse qu'on retrouvait notamment avec Peach ou encore Pauline dans Donkey Kong. Oui, parce que la femme dans Donkey Kong, elle a un prénom, hein. Sauf que tout ça, c'est le rêve de l'Ouest vu par le Japon. Sega of America, de leur côté, voyait plus Sonic être destiné aux enfants, et supprimera donc Madonna. On pourra plus chanter Like a Prayer. D'ailleurs, le personnage sera plus tard réutilisé pour devenir Amy Rose, et le groupe de rock deviendra les Chaotix. Sachez d'ailleurs que dans les comics de l'ère classique de Sonic, Madonna est membre du Gun. Voilà. Sonic avait donc enfin son monde pour évoluer, et notre hérisson court et... Bah oui, que serait Sonic sans son ennemi juré, Robotnik? Le personnage servant d'antagoniste, les créateurs du jeu veulent en faire un personnage à l'opposé de Sonic. Réutilisant un design de base prévu pour être une mascotte potentielle de Sega, le design de Robotnik est une caricature du président américain Theodore Roosevelt, couplé à un caractère complètement inverse de Sonic. Eggman étant un savant fou des technologies, là où Sonic est un petit hérisson qui court tranquillement dans la nature. Et ça y est, nous avons enfin un peu plus le Sonic que l'on connaît. Cependant, pendant le développement du jeu, fait par 7 personnes au départ, les 2 films de Sega vont se batailler sur l'origin story qui servira d'ailleurs de base au premier comics. Si la version américaine apporte un peu plus de détails sur le passif des personnages, c'est encore aujourd'hui la version japonaise du lore qui est canon à l'univers du jeu. Yuji Naka, durant le développement du jeu, se concentrera sur un point important du développement, le scrolling. Si dans les jeux Mario c'est simple pour la caméra de suivre le personnage, Yuji Naka a passé du temps à analyser l'intérieur de la Mega Drive pour bien connaître sa machine. Il lui faut en effet un scrolling fluide qui puisse suivre le personnage de Sonic. Et c'est une des grosses différences avec Mario, et aussi un truc que les gens n'ont pas compris quand ils ont fait Sonic 2006. Ce qui est important chez Sonic, c'est pas sa vitesse, c'est le scrolling et le level design. Tu n'as que l'impression d'aller vite, mais en réalité c'est le fait d'aller d'un point A à un point B avec une série de mouvements fluides qui te donne cette illusion de la vitesse. Le fait de faire le niveau en 30 secondes, ça c'est uniquement une récompense quand tu as fait le niveau plusieurs fois et donc que tu le connais par cœur. Le développement de Sonic the Hedgehog durera pendant des mois où le trio de la Sonic Team va travailler pendant 19 heures sur le jeu, subissant refonte de niveau sur refonte de niveau. Le but était pour l'équipe que le jeu plaise aux Américains afin que la Mega Drive soit vendue là-bas avec le jeu, et que la console surpasse la Super NES sur le sol des États-Unis. Pendant un moment, il a même été imaginé d'intégrer un mode 2 joueurs, ce qui sera finalement intégré à Sonic 2 car impossible pour Yuji Naka de le programmer à temps en 1991. Le logo titre du jeu a aussi une histoire. En effet, son style anneau central plus petit ruban date en réalité d'avant Sonic.
Ce style de logo était utilisé dès Alex Kidd par Sega. Naoto Yoshima y a ajouté les banderoles blanches aux références aux médailles d'aviation de la Seconde Guerre mondiale. Et le nom du jeu est chromé en référence à la mode du moment depuis la sortie du film Max de George Miller. Sonic s'inscrivant ainsi dans la culture de son époque. Mais dans le développement de Sonic, il y a une chose qui est aussi très importante, la musique. C'est le réalisateur de Sega, Fujio Migeshin, qui recommanda en premier lieu Yuzo Kayama, putain de merde con. Mais la Sonic Team préféra demander l'aide de Masato les noms japonais vous me pétez les couilles. Masato Nakamura, afin de développer la bande sonore du jeu. Nakamura a ainsi créé une bande sonore en rythme avec le jeu, qui crée des musiques avec un rythme rapide et qui habille la vitesse de Sonic à travers les niveaux, bien que la musique la plus populaire reste à ce jour encore la musique de Green Hill Zone. D'ailleurs pour l'anecdote, Nakamura a composé les musiques avec seulement 4 instruments et a numérisé tout le bordel avec un Atari ST. C'est ce truc là. Voilà, les années 90 c'est tout pareil hein. Et vous commencez à le savoir, après la musique vient la sortie. Sega a une confiance énorme en leurs nouveaux jeux. Pub à la télé, sur des jeux, le groupe de Masato Nakamura, le compositeur du jeu, organise même une tournée sponsorisée par Sega. Le jeu est présenté sur Tokyo Toei Show au Japon, ainsi qu'au Consumer Electronic Show aux USA. Le jeu fait même un gros bruit, parvenant même à éclipser le prochain Mario, qui se fait porter pâle comparé à la hype derrière Sonic. Et enfin, après des années à chercher sa mascotte, Sega délivre Sonic the Hedgehog sur Mega Drive le 23 juillet 1991, et aux USA, la console est carrément vendue avec le même jeu intégré. Stratégie reprise par Nintendo qui fera de même avec la Super NES et Super Mario World. Et la première apparition de Sonic, je suis sorti du pas de l'écran, c'est marrant, dans un jeu vidéo n'était pas sur Sonic, mais dans un jeu d'arcade appelé Rad Mobile. Ils en ont justement fait la promotion avec un porte-clés à l'effigie du hérisson. Le jeu aura le droit à plusieurs portages, notamment sur Game Gear, pourquoi pas, et Master System, même si la Mega Drive reste la maison principale du jeu Sonic. Parce que la Master System, fallait voir la gueule du jeu. Le succès est bien évidemment au rendez-vous. Sega a fait mieux que égaler Mario, ils l'ont vaincu, aussi bien que Sonic est un des jeux les plus beaux en 16 bits qui ait été jamais développé, exploitant à fond la Mega Drive et ses capacités. D'ailleurs, je trouve encore aujourd'hui que le jeu est très beau. Si Sonic est bien évidemment inspiré du succès de Super Mario, un peu comme Konami fera plus tard en s'inspirant de Resident Evil pour lancer Silent Hill, eh bien, comme pour Konami, Sonic the Hedgehog aura réussi l'exploit d'être un véritable adversaire pour Mario et Nintendo. Et au vu du succès de ce dernier, faut dire que c'était pas gagné. Et bien évidemment, l'héritage de Sonic, vous vous en doutez bien, il a été gigantesque. On a eu des copies infâmes comme Socket, un jeu Mega Drive avec les mêmes codes que Sonic sauf que c'est beaucoup moins bien, et le premier Sonic c'est aussi le lancement de l'ère classique de Sonic, avec les premières séries animées comme les aventures de Sonic en 1993, Sonic et Sally la même année, et Sonic le Rebelle en 1999. On a aussi les premiers comics et le premier film, un OAV sorti en 1996, mais plus inspiré des autres jeux avec notamment Metal Sonic, Tails et Knuckles. Car oui, Sonic c'est aussi ça, les différents personnages autour de lui grâce aux autres jeux. Tails, Knuckles, Shadow, Rouge, Vector, Emerald et j'en passe, la magie de Sonic passe aussi par ses compagnons. Compagnons qu'on appelle d'ailleurs les Shitty Friends de Sonic. J'espère que cet épisode vous aura plu, il aura pris du temps à arriver mais je vous avoue qu'à chaque fois, je stresse un petit peu à les sortir. Bien évidemment, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures, et en attendant, on n'a plus qu'à attendre Sonic 4. Il sort en 2027.